Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver comme chaque vendredi pour passer en revue les grands faits de l'actualité nationale et internationale. Et pour l'actu nationale, on commence avec le procès de Gdi Mizik qui se poursuit devant la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel de Salé pour juger les auteurs des événements qui en novembre 2010 avaient provoqué 11 morts et plus de 70 blessés parmi les forces de l'ordre et 4 parmi les civils. Cette semaine, le procès a pris un nouveau tournant avec l'audition des témoins et avec le retrait, après de nombreuses provocations, des accusés qui ont décidé mardi de boycotter le procès. On revient dans la première partie de l'émission sur ces derniers événements et puis dans la deuxième partie, on part en France pour débriefer la composition du tout nouveau gouvernement du nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Et pour nous accompagner ce soir sur notre plateau, Naïm Kamel est avec nous. Bonsoir Naïm, vous êtes directeur de publication de Quid.ma. Merci de nous avoir rejoints. Hassan Alaoui est en face de vous. Monsieur Alaoui, directeur de Maroc Diplomatique, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Et enfin, également avec nous ce soir, Monsieur Charles Saint-Pro, vous êtes observateur français du procès au nom de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales, dont le siège est à Paris. Merci Monsieur Saint-Pro d'être avec nous. Alors, je vous le disais, ce procès a pris un nouveau tournant cette semaine. Depuis déjà la semaine dernière, on est dans la phase d'audition des témoins des événements de novembre 2010. Mardi, les accusés ont décidé de se retirer, suivis par leur défense. Est-ce que c'est une décision qui est spontanée ou est-ce qu'elle était préméditée? Naïm Kamel. À mon sens, il était prévisible. C'est-à-dire que toujours en pareil procès, dès lors qu'on ne peut pas se défendre sur le fond, on va s'attacher à la forme. C'est pour ça qu'on a eu un procès en deux temps. Premier temps où les accusés faisaient leur parade, provoquaient le tribunal, provoquaient la cour, se positionner, ce qui est déjà rassurant en soi, parce que ça délégitime toutes leurs accusations contre une absence de liberté, vu la liberté de comportement qu'ils ont eue devant la cour. Bon, vous savez, depuis le temps, j'allais dire depuis Jacques Vergès, mais c'est depuis le temps des procès de ce genre, on sait que généralement les accusés s'inscrivent dans une stratégie de défense en rupture. C'est-à-dire, on refuse le tribunal, on refuse sa légitimité, on rejette son assise légale. C'est un aveu de faiblesse? C'est un aveu de faiblesse, c'est toujours comme ça, parce que les faits, d'ailleurs je le dirai peut-être tout à l'heure, les faits de Gdi Mizik sont avérés. Oui, on va y revenir, on va revenir sur les événements. Et il n'y a rien à dire, ils vont pouvoir. Et d'ailleurs, dès que les témoins sont arrivés devant la cour, ils ont commencé d'abord par injurier, intimider les témoins, les victimes, les parents des victimes, et en conséquence, ils voulaient vraiment créer le buzz. C'est-à-dire pour dire, voilà, c'est un procès politique, c'est un procès d'un mouvement de libération, enfin toute la litanie qu'on connaît sur ce dossier. Charles Saint-Pro, votre impression aussi sur cette décision de boycotter le procès prise par les accusés depuis mardi, elle vous paraît préméditée également? Bien sûr qu'elle est préméditée. En réalité, la technique des accusés était de saboter ce procès. Dans un premier temps, ils ont tout de même adhéré au procès. On aurait pu penser que s'ils voulaient vraiment nier la légitimité de ce procès, ils pouvaient refuser d'y assister. Ils ont assisté toutes aux premières audiences, ils ont répondu aux questions, ils en ont profité aussi pour faire leur propagande qui quelquefois était au-delà de ce qui est supportable par une juridiction. Les observateurs étrangers ont été très étonnés de l'extrême patience du président de la Cour, parce que en France, en Belgique, à Madrid ou ailleurs, on n'aurait pas toléré ce genre de comportement, mais peut-être que ça prouve que le Maroc est prêt à entendre tout et que c'est un pays ouvert. Il y a dans la salle des gens qui sont des associations ouvertement anti-marocaines, qui militent contre le Maroc et qui viennent librement. Le Maroc n'a rien à cacher, en fin de compte, il le démontre en laissant tous ces gens-là venir. Il y a des avocats français qui sont venus avec la seule intention, sans connaître le dossier, sans même avoir un code de procédure pénale marocaine sous le bras, ils sont venus avec la seule intention de semer la pagaille, de multiplier les provocations, allant jusqu'à faire des grimaces aux avocats
des parties civiles. Il y a le fait qu'il y a un profond mépris pour les parties civiles et pour les victimes de la part des accusés. Et on le voit bien lorsqu'ils ont dénoncé la présence des avocats de la partie civile en disant qu'ils n'avaient pas à être là. Ben si, ils ont à être là, parce qu'on parle d'un procès juste et équitable. Alors il ne faut pas oublier qu'un procès équitable, c'est un procès qui garantit tous les droits de la défense, et Dieu sait qu'ils sont bien garantis en l'occurrence, mais c'est aussi un procès qui garantit les droits des victimes et de leurs familles. Alors, en parlant des droits de la défense, je cite juste une des avocates qui est également observatrice de ce procès, Ariane de Guillain-Schmitt-Guignon, qui est avocate au barreau de Paris et observateur international devant la presse mercredi 17 mai, en parlant des droits qu'ont demandé les accusés qui ont été respectés. Les accusés ont demandé l'audition de témoins et ils l'ont eu. Ils ont également récusé certaines pièces à conviction et le président de la Cour a là aussi désigné des experts pour vérifier que ces pièces avaient été bien communiquées. Ils ont aussi demandé à être entendus et leur requête a encore une fois trouvé un écho favorable. Tout a été fait de telle façon que les principes du contradictoire et de l'égalité des armes soient préservés. Et là, maintenant, ils décident de boycotter ce procès et c'est extrêmement dommage, notamment pour les familles des victimes. Je reviens à vous dans un instant, Monsieur Saint-Pro. Hassan Alaoui. Je dis qu'ils ont aussi demandé des expertises médicales qui leur ont été accordées. Et c'était la semaine dernière, effectivement, début de semaine dernière. Monsieur Hassan Alaoui, par rapport à toutes, tous ces droits qui ont été respectés, pourquoi avoir choisi cette rupture, pour reprendre le terme de Naïm Kamel tout à l'heure? Mais moi, je vais pas revenir sur ce que Charles et Naïm ont dit. Je vois deux choses, moi, dans cette histoire. Je vois, il y a une dimension politique, c'est clair, et une dimension judiciaire. La dimension politique, bien entendu, ce sont les accusés et ceux qui les commanditent, et on voit bien qui c'est, qui justement essaient d'instrumentaliser ce procès, n'est-ce pas? Et pour en faire une tribune politique. Oui, et la dimension judiciaire que le Maroc, respecte et à plein, parce que je ne vais pas répéter un petit peu ce qui s'est dit, parce qu'ils ont tout, y compris le choix de contester les décisions ou un petit peu certains aspects de la procédure. Donc pour moi, je dois d'abord féliciter la justice marocaine parce qu'elle a vraiment été non seulement efficace, elle est toujours efficace, et surtout compétente et vraiment ouverte donc pour donner justement la mesure, si vous voulez, de la réalité qu'ils essayent, ne serait-ce que par leur comportement quotidien, les insultes, les agressions. Il ne faut pas oublier que c'est des assassins. Ils ont tué, 11 membres de la sécurité marocaine. Égorgés, déchiqueté leur corps. Parmi les chefs d'accusation, il y a effectivement mutilation et tout ça, cadavres. Bien sûr, et vraiment aucun respect pour les morts. Donc, c'est des sauvages. Et on ne peut pas jouer, tempérer avec des gens comme ça qui sont, ne serait-ce que le principe humanitaire, ils sont responsables des morts et des blessés. N'est-ce pas? Maintenant, il y a l'aspect politique. On le sait, c'est qu'il y a une opération de sabotage qui a été lancée maintenant en crescendo. Et puis, cette semaine, elle est arrivée au bout. Et on sait qu'est-ce que c'est. On peut imaginer d'ores et déjà un petit peu ce qui va arriver bientôt. Parce que l'instrumentalisation, elle est à ce niveau-là, comme par exemple le fait qu'il refuse d'être jugé à Salé et qu'il réclame d'être jugé au Sahara, parce que de toute façon, le Sahara, c'est un territoire marocain et la justice la plus compétente peut-être se trouve à Salé pour des commodités, n'est-ce pas, procédurières et techniques et tout. Mais on voit que la politisation, elle est là. Tout simplement. Donc, alors, on revient... Oui, pardon. Je voudrais juste préciser ce que vient de dire Hassan Alaoui. Et il ne faut jamais oublier que ce procès est un second procès, d'abord. Oui, c'est exactement la question que j'allais poser. Et c'était pour poser la question, quel était l'intérêt pour le Maroc? Quel signe a voulu donner le Maroc? Juste, pardon, pour nos téléspectateurs, pour qu'on rappelle les faits, ils avaient déjà été jugés en février 2013 par un tribunal militaire et les peines allaient, allaient de la perpétuité à 20 ans de prison ferme pour les accusés. Mais suite à la réforme de la justice militaire de 2015 qui interdit aux tribunaux militaires de juger des civils en temps de paix, on a décidé de renvoyer ce procès devant une cour criminelle. Il y a eu la décision de la Cour. Ce n'est pas tout à fait ça. Oui, M. Saint-Pro. Il y a eu un jugement du tribunal militaire. Il y a eu la décision de la Cour de cassation. Et ils sont allés en cassation. Qui prouve d'ailleurs qu'ils pouvaient... Mais en même temps, il y avait cette réforme aussi de la justice militaire au Maroc. La cassation est intervenue parce qu'elle a estimé que le jugement n'était pas assez motivé. Elle a donc cassé le jugement. L'ayant cassé, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle le renvoie.
elle ne pouvait plus, puisqu'il y avait eu effectivement la loi qui supprimait la possibilité de déférer les crimes commis contre des militaires devant le tribunal militaire. Elle a donc choisi, comme toute cour de cassation, elle choisit la juridiction de renvoi. Elle a pris celle qui lui semblait la plus appropriée, c'est-à-dire la chambre criminelle près de la cour d'appel de Salé. C'est exactement ce qui s'est passé, et donc d'une façon très régulière. Et d'ailleurs, les accusés sont tellement contradictoires qu'après avoir dit qu'ils voulaient être jugés à l'œil, ils ont dit oui, mais non, on aurait préféré être jugés par le tribunal de Rabat, le tribunal de première instance de Rabat. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils veulent exactement. Naïm Kamel, on vous a interrompu. Oui. En fait, j'allais dire ce qui vient d'être dit. J'allais dire qu'il y a eu un pourvoi en cassation et que le tribunal de cassation a jugé qu'il fallait, qu'il n'y avait pas assez de rigueur peut-être dans le déroulé du tribunal militaire et qu'il fallait refaire le procès. Comme la loi marocaine avait évolué et évolué positivement, il fallait aller vers un tribunal civil dès lors que la loi marocaine n'autorisait plus ce type de procès, ce type de poursuite devant un tribunal militaire. En temps de fait. Et cette volonté, et ça, moi, ce que je voulais le dire, ça marque la volonté du Maroc de donner un cadre le plus propre et le plus juste à une poursuite sur des faits concrets, pour que personne ne puisse dire, et ça ils le savent très bien, pour que personne ne puisse dire qu'il y a irrégularité, ou qu'il y a vice de forme, ou qu'il y a vice de fond, ou qu'il y a quoi que ce soit. Mais on comprend. Mais d'où cette stratégie de rupture. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller débattre du fond, même si le tribunal, où est le président de la Cour, a la possibilité de les contraindre. Oui, c'est ce que prévoit le Code de procédure pénale. C'est par la force publique de les contraindre à assister. De l'assistance publique. Alors, c'est faisable. Ou de juger en leur absence. Et de les juger, mais il peut les contraindre. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas intervenir dans le cours de la justice, c'est pas mon rayon, c'est pas ma vocation. Mais moi, j'aurais été magistrat, je les aurais contraints à la présence. Il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils assument. Par rapport à cette décision de se retirer et surtout par rapport à la possibilité qu'offrait ce nouveau procès d'avoir une défense dans les règles de l'art, qui a d'ailleurs été soulignée par beaucoup d'observateurs, je cite à nouveau un autre observateur, maître André-Martin Karangossi, qui est avocat au barreau de Bruxelles et qui est aussi observatoire international du procès. Sa déclaration mercredi: ce retrait constitue une décision inconcevable dans la mesure où les accusés ont eu l'opportunité d'avoir un procès qui leur donne tous les droits et toutes les garanties, eux qui pourtant avaient la chance de se défendre à nouveau après le verdict rendu par le tribunal militaire. Ce qui vient de se passer est une négation de toutes les opportunités qui étaient offertes, en l'occurrence celle garantissant un procès équitable où les accusés ont été assistés par des avocats marocains et étrangers. Alors que cherchent-ils finalement ces accusés? Sur ce point, un petit détail. C'est que dans tous les procès du monde entier, Charles l'a rappelé tout à l'heure, c'est le président qui guide l'interrogatoire, si vous voulez, entre guillemets, ou l'instruction, ou je veux dire simplement, qui pose les questions, qui donne le droit à l'un ou à l'autre de répondre. Ici, nous assistons à quelque chose qui est phénoménal, unique dans les annales de la justice, c'est que ces gens contredisent, interviennent même directement, c'est-à-dire c'est devenir un face-à-face avec oui, ils ont même pris à témoin, ils sont pris à un des témoins lundi. C'est dire un petit peu, lors de l'audience. C'est dire le souci, si vous voulez, de la justice marocaine, d'ouvrir vraiment, de donner quelque chose, de donner la transparence la plus totale, puisque de toute façon, les auditions sont filmées, hein, et que tout le monde peut assister, le monde entier peut regarder, la presse internationale aussi est présente, elle note. Donc, et voilà quelque chose qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Et donc, c'est vraiment la volonté du Maroc, n'est-ce pas, de donner la transparence la plus totale à cette affaire. Monsieur Saint-Pro, vous assistez à ces audiences. Depuis le retrait de ces accusés, comment se poursuit l'audition des témoins? Et aussi, que prévoit la procédure pénale et quelle attitude a choisi le président du tribunal après ce boycott? Il faut être clair, et tous les observateurs le reconnaissent, ce procès se déroule dans des conditions parfaites et c'est un procès juste et équitable. Il faut être... Mais ce n'est pas le souci des accusés. Ils ne veulent pas d'un procès juste et équitable.
Ils veulent saboter ce procès, ils veulent en faire une tribune politique, ils veulent le politiser outre mesure. Et c'est ça le vrai problème. C'est que d'un côté, il y a une justice exemplaire avec un président de cour qui est extrêmement compétent, qui accorde toutes les garanties. Extrêmement tolérant. Et extrêmement tolérant, mais c'est le choix qu'il a fait, et il a bien fait de le faire, je pense. Et je pense qu'il y a d'un côté donc un état de droit réel, et d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que le procès du tribunal militaire était tout à fait conforme aux règles, et on l'a dit, il y a eu des rapports qui l'ont dit. Bon, il y a eu cassation, ce qui prouve que le Maroc est un état de droit et qu'on peut aller en cassation, qu'on peut obtenir satisfaction, c'est rejugé. Donc l'état de droit au Maroc, il existe. Et le procès est équitable et, je dirais même, exemplaire à beaucoup d'égards. Bon, on a de l'autre côté des gens qui n'ont pas du tout cet agenda. Leur seul agenda, c'est un agenda politique qui est dicté par l'extérieur. Pourquoi sont-ils sortis de la salle ? Il y a 2 jours un communiqué du groupe séparatiste dont ils se revendiquent, qui est dicté par la capitale qui les héberge. Bon, et qui annonçait justement cette décision. Comme par hasard, on a vu arriver 2 avocates françaises qu'on n'avait pas vues depuis 15 jours, qui n'étaient pas aux audiences depuis 15 jours. Elles sont arrivées le matin même, et c'est à ce moment-là que les accusés ont dit qu'ils se retiraient. Et ces avocates ont essayé de faire le buzz d'une façon qui nous choque, nous, juristes, parce que ce comportement est inadmissible. L'une se traînait par terre, l'autre hurlait, alors qu'elles étaient dessaisies de fait, puisque les accusés étaient choisi de se retirer. Donc elles n'avaient plus rien à dire. Bon, donc il y a une provocation politique très, très claire, et ils veulent trouver une tribune politique avec la complicité, il faut le dire aussi, de certaines associations qui sont présentes, qui disent n'importe quoi. Il y a une association dont on sait qu'elle est au service de la cause séparatiste qui s'appelle l'ACAT, qui a osé dire que l'avocate avait été maltraitée, alors qu'il y avait là un ancien bâtonnier de Paris, il y avait le bâtonnier de Rabat, il y avait d'autres avocats français, espagnols et autres, qui ont tous reconnu qu'elle n'a aucunement été maltraitée. Donc il y a des associations qui font de la propagande et qui disent n'importe quoi. C'est ça la réalité. Ce qu'il faut préciser sur l'ACAT est que c'est une association qui est toujours derrière les problèmes du Maroc et toujours en procès à charge contre le Maroc. Il ne faut jamais oublier que l'angel des relations de la coopération juridique entre le Maroc et la France, après l'affaire de Hamouchi, qui a été interpellé de façon vulgaire et cavalière et illégale, qu'on a voulu interpeller, qui n'a pas été interpellé parce que ce n'était pas possible, qu'on a voulu interpeller, on trouve toujours cette association, c'est-à-dire il est commandité, il a un objectif, il a un dessein, c'est dénigrer l'image du Maroc. Je crois que ça a été dit tout à l'heure, ces 2 avocats sont arrivés le jour même, ils ont créé le scandale, le clash, et ils sont repartis. Ils sont repartis parce qu'ils se fichaient du procès. Et alors maintenant, c'est important. Monsieur Sampron, ensuite Monsieur Alaoui. Juste une chose, les accusés ont choisi de ne pas assister à l'audience. C'est toujours la possibilité de tout accuser dans un état de droit. Et le juge a deux possibilités selon le code de procédure pénale marocaine. Soit de les contraindre, et on peut les amener par la force, soit de dire, puisqu'ils ne veulent pas, ils ne viennent pas. Il a choisi la position la plus modérée, et je pense qu'il a eu raison, c'est celle de considérer qu'on continue sans eux. Mais on ne continue pas vraiment sans eux, car ils sont défendus. Il a commis des avocats d'office qui font très bien leur métier d'ailleurs, et j'ai remarqué ce matin encore leur grand professionnalisme, et donc ils défendent les accusés. Et les accusés qui sont dans le bâtiment reçoivent information régulièrement de ce qui se passe. C'est-à-dire que le greffier note tout et va leur dire exactement ce qui s'est passé. Ils sont tenus tout à fait au courant et ils sont, bien entendu, ils peuvent être en liaison avec les avocats qui les représentent. Donc, toutes les règles de droit sont maintenues. Le procès continue d'une façon tout à fait équitable. Hassan Alaoui. Non, je voulais juste apporter un petit détail. C'est que la fameuse ACAT, qui est Association chrétienne, donc, qui s'est érigée, je veux dire, il s'est trouvé une vocation, c'est justement d'être contre le Maroc. Il ne faut pas oublier que cette dame, sa secrétaire générale, elle est toujours là
quand il faut, par exemple instrumentalisant les uns et les autres. La preuve, c'est que pendant l'histoire du chantage contre Sa Majesté, n'est-ce pas, par les deux journalistes dont je ne citerai pas le nom, ben, elle était là, elle a ouvert ses tribunes à tout. Le fameux soi-disant opposant, le catcheur, ou je veux dire le karatéman, elle est là aussi avec lui. Tous ceux qui se disent opposants, je veux dire, au pays, n'est-ce pas, elle est là avec eux. Ce n'est pas par hasard, donc il y a un agenda. C'est un agenda, puis une technique et un engagement qui... Et j'ajouterais des techniques de menteur, voilà. Parce que cette association est allée devant la Commission des droits de l'homme à l'ONU pour dire qu'un des accusés, le chef des accusés, le meneur, celui qui a donné les ordres pour tuer tout ça, qui est probablement Nahama Asfari, avait été enlevé, séquestré le 7 novembre et qu'il avait été torturé. Or, tous les témoignages sont concordants pour dire que le 8 novembre, c'est Asfari qui était sur place et c'est lui qui donnait les ordres. Donc la CAT a fait un coup de propagande, mais qui se dégonfle aujourd'hui. Asfari lui-même ne peut plus maintenir qu'il n'était pas là. D'ailleurs, il a donné 4 versions différentes. Une fois qu'il était dans une maison d'un nommé X. La deuxième fois, qui était dans la maison de gens qu'il ne pourrait jamais oublier, qui sont ses frères, tout ça. Bon, mais il l'avait oublié au préalable. Après, qu'il ne savait plus dans quelle maison où il était. Et en fin de compte, on sait très bien que le 8, il était sur place, dans le camp, en train d'organiser, comme ça a été dit ce matin encore par des témoins, d'organiser ce mouvement, d'organiser les massacres, de distribuer les armes, de distribuer l'argent. On a retrouvé dans sa tente des armes blanches, on a retrouvé de l'argent en euros, en dollars, en dinars algériens, en dirhams marocains, et il a dit c'était pour payer mes gens. Bon, donc Alors, on revient justement, vous rappelez ces événements donc, de novembre, Naïm Kamel le rappelait aussi tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne parce que, encore une fois, c'est un procès criminel, même si effectivement les soutiens de la cause séparatiste en font une tribune politique, mais c'est d'abord un procès criminel. On rappelle que ces accusés sont quand même, on leur reproche, ils sont poursuivis pour constitution de bande criminelle et violence sur les forces de l'ordre ayant entraîné la mort avec préméditation, mutilation de cadavres et complicité. Oui. Donc on rappelle quand même qu'il y a eu 11 morts et plus de 70 blessés lors de ces événements. On y revient, Naïm Kamel. Il y a eu des gens des forces de l'ordre et des civils qui ont été égorgés, tués, heurtés par des 4x4, etc. Ils étaient plus la dégradation des biens publics. C'était les gendarmes des forces auxiliaires, etc. Des forces de l'ordre désarmées, hein, n'oublions pas. Oui. Hein, désarmées. C'est ce que j'allais dire. C'est à ça qu'on les voyait venir. Le Maroc était bien informé, était bien renseigné. Et pour démanteler ce campement sauvage, le Maroc a tenu, pour justement qu'on ne le mette pas en accusation, à envoyer des forces de l'ordre sans armes. Et c'est là qu'ils en ont profité, parce qu'on savait qu'on cherchait, il ne faut jamais oublier, que ça fait des années et des années, peut-être une quinzaine d'années à peu près, que le Polisario tente de se créer un prolongement à l'intérieur des territoires et qu'il ne réussit pas vraiment. Et on savait qu'à travers des affrontements à Gdim et Zik, on voulait créer cet affrontement qui aurait peut-être déclenché derrière lui un processus d'émeute, de confrontation continue pour qu'on dise voilà, il y a de la résistance intérieure, sachant que la majorité de la population sahraoui, pas la majorité, l'écrasante majorité de la population sahraoui se trouve dans les provinces marocaines. Les populations qui sont à Tindouf, ce sont une minorité. Ils sont entre les 40 000 et 60 000. Alors qu'au départ, même pas. On le laisse terminer parce qu'on doit faire la pause juste après. Je vous laisse terminer. Moi, ce que je voudrais pour terminer tout ça, ce massacre des forces de l'ordre et de civils à Gdim Zik, il y a des images vidéo. Ils ont été filmées. Il est peut-être temps de les sortir. Ils ont été montrés à des États, à des responsables. Mais il faut peut-être... Ils ont été montrés pendant l'audience. Oui, mais il faut les rendre peut-être... Il faut les sortir à l'opinion publique. On laisse juste... Vous avez terminé? Oui. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, mais c'est l'heure de faire la pause. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être resté avec nous. On continue et on conclut sur ce procès de Gdi Mizik qui se poursuit donc à Salé. Monsieur Saint-Pro, donc suite à cette décision des accusés de boycotter les audiences, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Les audiences vont se terminer, ensuite on reprend en juin, c'est cela? Les audiences, c'est-à-dire l'audition des témoins va se terminer bientôt, et puis il y aura un report pour que les avocats puissent préparer leur plaidoirie, que ce soit bien les avocats de la défense que les avocats des parties civiles. Et donc, en juin, il y aura les audiences avec les plaidoiries des avocats et les réquisitoires, bien entendu, du procureur général. Et ensuite, il y aura probablement, enfin, il y aura aussi une suspension, le temps que le jugement soit rédigé, et je pense que ça nous mènera soit en juillet, soit en septembre. Il y a une chose que je voudrais quand même préciser, c'est que les accusés, les dirigeants des accusés étaient à Alger quelques jours avant les événements, ou quelques semaines avant les événements, et c'est là que tout a été concocté. Et qu'en réalité, ils ont pris en otage le camp. Si les forces marocaines, ils avaient installé une sorte de police politique à l'intérieur, et si les autorités marocaines, ils ont fait semblant de dialoguer avec les autorités marocaines, et ils donnaient de mauvaises informations à la population en leur disant que les autorités marocaines ne donnaient aucun avantage. Les gens qui étaient là, ils étaient là pour avoir des avantages, ou soit du travail, soit bon. Et ils leur disaient, ils refusent de dialoguer, ce qui n'était pas vrai. Le Maroc avait accepté les revendications des gens, et on s'est aperçu que les autorités marocaines se sont aperçues que les populations dans ce camp étaient prisonnières de ces gens-là. Et c'est pour ça que les autorités marocaines sont intervenues pour libérer ces gens-là. Et ils sont intervenus sans armes parce que pour eux, c'était une opération de simple maintien de l'ordre. Et c'est là que la bande d'accusés, qui est une bande d'activistes, a déclenché les hostilités. Ils ont vu que la situation leur échappait et ils ont armé leurs partisans et ils se sont livrés à des massacres qu'il faut le qualifier non seulement d'horrible, mais de barbare. Car mutiler des corps, comme ça a été fait, tout ça, c'est de la barbarie. Et je dirais même que c'est du terrorisme. Car qu'est-ce que la terreur? C'est de tuer pour terroriser. Et c'est exactement ce qui a été fait. Ils ont tué pour terroriser. Ce sont des actes qui s'apparenteraient à du terrorisme. Alors aujourd'hui, la juridiction poursuit son travail. Tous les droits de la défense, je le répète, sont respectés. Ce procès est totalement et intrinsèquement équitable. Il faut en être persuadé. Il y a un vrai état de droit au Maroc. Et d'ailleurs, le président de l'association pour la promotion des libertés fondamentales a demandé 2 fois à l'ambassade d'Algérie que l'association puisse se rendre à Tindouf. Elle attend toujours la réponse. On voit bien qu'il y a quand même deux situations très différentes. Au Maroc, n'importe qui peut venir. On a vu dans la salle des médias, des associations qui militent ouvertement contre le Maroc et qui détestent le Maroc. Ils sont là en toute liberté. En revanche, je pense que des gens qui ont une vision différente de la propagande officielle des séparatistes ne peuvent pas se rendre à Tindouf, constater la situation dramatique des camps de Tindouf. Et ça, il faut le dire, dans les deux, le pays démocratique et le pays des droits de l'homme, c'est le Maroc et ce n'est pas son voisin. Monsieur Hassan Alaoui, un mot de la fin sur ce procès de Gdi Mizik? Moi, je pense qu'il faut laisser, la justice faire son travail et lui donner en fait tous les moyens de transparence, d'efficacité, de rigueur aussi, parce qu'il ne faut pas se laisser piéger par... Deuxièmement, il faut aussi situer, rapidement je le dirai, le problème dans sa dimension géopolitique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la guerre que ne cesse de nous mener depuis 44 ans maintenant, le voisin, l'Algérie en l'occurrence, et qui fait feu de tout bois pour venir trouver inventer des conflits, inventer des affaires, des histoires, tout ça, tout simplement pour gêner un petit peu la marche du Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme dit Charles, il y a le fait, cette histoire d'authentification des Sahraouis dont on a parlé tout à l'heure. Elle n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que l'Algérie s'est toujours opposée depuis 40 ans maintenant au fait que l'ONU, c'est-à-dire le HCR, vienne authentifier qui est Sahraoui et qui ne l'est pas. Mais restons sur le sujet, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un mot de conclusion sur ce procès. Recensement, on a failli recenser en 1988, avec l'histoire, si vous voulez, après la préparation du cessez-le-feu. Et donc, mais aujourd'hui, c'est grave. C'est très important. C'est lié, madame, parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle le conflit du Sahara, n'est-ce pas? Et c'est
l'histoire de Gdizim, pardonne-moi, cette histoire ou autre, ce sera toujours lié au problème de l'intégrité territoriale du Maroc, n'est-ce pas? Que l'Algérie, bien sûr, conteste et au blocage qu'elle pousse, n'est-ce pas? Et dont on a aujourd'hui la preuve grâce justement à ces avocats qui sont venus un jour ou 2 jours, puis qui sont repartis. Ils sont venus apporter la parole, bien sûr, parce qu'on les a autorisés quand même à parler aux accusés, n'est-ce pas? Ce qui est très rare finalement, croyez-moi. Naïm Kamel, un mot de la fin. Rapidement, je vais dire que le Maroc doit rester serein. On sait que l'Algérie, quand elle a déclenché les hostilités, il faut appeler les choses par leur nom, contre le Maroc en 1975 et 1976, elle croyait à une guerre d'usure qui allait durer quelques années pour mettre le Maroc à genoux. Or, elle s'est rendue compte que le Maroc a beaucoup plus d'immunité, beaucoup plus de résistance et beaucoup plus de résilience également que ce qu'il s'y posait, et qu'aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est dans la difficulté, même diplomatiquement, même économiquement. On est dans une situation de plus en plus confortable. C'est-à-dire on a passé ce gué où on était vraiment en difficulté. L'Algérie n'est plus l'Algérie. Les blocs ne sont plus les blocs. Il a parlé tout à l'heure de Hassan de géopolitique. La géopolitique du monde a changé, mais l'Algérie est restée. Et le dossier du Sahara est un résidu de la guerre froide. De la guerre froide. Merci. Et un résidu artificiel. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir permis de débriefer cette semaine à Salé avec ce procès de Gdi Mizik. On passe maintenant à la France. Tout autre sujet, c'est ce mercredi après-midi à 15h exactement qu'a été annoncée la composition du nouveau gouvernement, du premier gouvernement d'Édouard Philippe, donc le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Une première question un peu d'ordre général. Est-ce qu'avec ce nouveau gouvernement, Emmanuel Macron a tenu ses promesses de campagne? Je commence avec vous, Hassan Alaoui. Oui, il a tenu ses promesses de campagne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Quelques-unes. Dans le mérite, quelques-unes, si. Il a d'abord, ne serait-ce que par exemple... Il avait promis que ce serait une équipe resserrée, ce n'est pas le cas. Il avait parlé de 12 à 15 ministres, il y en a 18. Il n'est pas loin. Ce qui a expliqué il avait promis des femmes à des ministères importants, il n'y en a qu'une. Peut-être expliqué le retard opéré avant l'annonce. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il a pris 50% pratiquement de ces ministres dans la société civile. Or, la société civile, c'est quoi? C'est une force magnifique par les temps modernes, n'est-ce pas? C'est une force magnifique. Pourquoi? Parce que tout simplement... Ce n'est pas 50%. Sur les 18 ministres, il y en a 7 seulement qui ne sont pas des professionnels de la politique. Oui, mais 7 ou 16 c'est ou 14, un bon tiers. Bon, c'est plus qu'un tiers. Il faut être... Parce que, qu'est-ce que vous comptez? Je ne sais pas, bon, on ne va pas détailler là-dessus. Mais quand les secrétaires d'État. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand même, ces gens qui n'ont jamais été élus, qui ne connaissent pas l'Assemblée nationale, ni les procédures, ni les débats contradictoires, ni rien, ils arrivent et ils ont des responsabilités extraordinaires. Il faut se féliciter aussi qu'il y ait un Marocain, un jeune Marocain parmi eux. Mounir Mahjoubi, qui est secrétaire d'État au numérique. Un génie du numérique, n'est-ce pas? Et donc, il a tenu... Puis les résultats de tout ça, c'est qu'il a pris à droite, il a pris à gauche, n'est-ce pas? Il a pris au centre, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas pris à droite. Les gens qui l'ont rallié ne sont pas des gens de droite. Attendez, M. Saint-Proch, je vous donne la parole dans un instant. Les gens qui l'ont rallié ne sont pas des gens de droite. Écoutez, attendez, M. Saint-Proch, je vous donne la parole dans un instant. On laisse terminer M. Alaoui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de droite? En tout cas, Philippe, c'est un homme de droite du pays. Qui a été membre du Parti Socialiste pendant des Attendez, années. soyons disciplinés, s'il vous plaît, messieurs. Et Bruno Le Maire, quand même, était candidat à la primaire de droite. On ne peut pas dire qu'il ne vient pas du centre. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais vous savez, Giscard a... On laisse terminer M. Hassan Alaoui. Giscard a navigué dans le centre. Il a toujours appelé à une formation centre-droit. Aujourd'hui, nous sommes devant cette histoire de ni gauche ni droite, centre, avec des ailes élargies à toutes les tendances et tous les courants politiques. Je trouve qu'il a réussi le pari d'abord d'imploser, de faire imploser le parti de la droite, et je ne sais pas s'ils vont se remettre, et d'imploser aussi le Parti socialiste qui est devenu une caricature, n'est-ce pas? Et même au niveau du centre, parce qu'il y a Bayrou, il y a une évolution. Moi, je vais résumer, c'est que nous entrons dans une nouvelle république, si on peut la permettre comme ça, permettre le terme, et c'est un autre monde qui va arriver en France. Voilà mon sentiment. Naïm Kamel, vous le partagez, ce sentiment? Je crois que... Ou est-ce que, pardon, j'en profite pour poser une question, est-ce qu'au contraire, ce caractère hétéroclite peut fragiliser, au contraire, ce gouvernement? Non, c'est-à-dire, bon,
Moi, je crois que c'est un peu prématuré de juger le gouvernement. D'abord, il faut attendre les législatives pour qu'on ait une idée claire, parce qu'après, il va devoir former un deuxième gouvernement. Celui-ci, c'est un gouvernement de compagnie. Ce matin, Philippe a dit, le Premier ministre a dit c'est fait pour durer. Non, oui. Alors attendez, je vous cite juste. On verra. Parce que c'est une. Pardon, messieurs. On ne va pas être discipliné sur ce sujet, juste Narim Kamel. En même temps, ils ont dit qu'un ministre qui n'obtient pas son siège, qui est candidat à la chambre basse et qui n'y arrive pas, il devrait démissionner. Donc, il y aura toujours des retouches, sachant qu'à l'intérieur également de cette formation, moi je prends rien qu'un seul exemple, deux ministres, François Bayrou et Nicolas Hulot, c'est des électrons libres qui peuvent à n'importe quel moment lui exploser entre les mains. Juste, on ne sait pas comment... Kamel, oui. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que j'en profite pour poser cette question, mais je vous donne d'abord cette citation de Michel Lacombe, qui est agrégé en droit public, professeur de droit constitutionnel à Sciences Po. C'était une déclaration mercredi, donc juste après l'annonce du gouvernement. C'est une coutume républicaine. Le gouvernement démissionne traditionnellement après les élections législatives. Il est normal que le premier gouvernement ne dure que quelques semaines. Cela a été le cas par le passé de Mauroy 1, de Rocard 1, de Raffarin 1, de Fillon 1 et de Hérault 1. Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais c'est une tradition républicaine. L'exécutif attend que le peuple s'exprime avant de mettre en place son projet. Donc c'est un gouvernement qui a été nommé pour durer ou pour gagner les législatives ? Moi, je crois qu'il a été formé d'abord pour donner l'image de ce qu'est Emmanuel Macron, à gauche et à droite, et au centre, et un peu partout, hein, et nulle part. Donc la caractéristique fondamentale d'Emmanuel Macron, c'est personne n'arrive vraiment encore à le définir. Il échappe aux définitions classiques. Donc c'est dans la pratique et qu'on va peut-être lui trouver de la consistance ou de l'inconsistance. C'est-à-dire où il va atteindre son plafond de verre, où il va alors vraiment, le talent qu'il a démontré jusque-là en 2 ans, va vraiment, et c'est ce qu'on peut souhaiter pour un pays comme la France, parce que c'est un pays qui compte, c'est un pays qui a une certaine idée de lui-même et de son indépendance, et qu'on aimerait retrouver très fort sur l'échiquier international. Alors oui, juste je termine et vous. Je vais vous donner la parole. Je termine. Et sur l'échiquier international. Donc moi je dis, il faudrait peut-être pas avancer trop vite. Alors, vous semblez tous les deux dire que c'est un gouvernement donc, qui a pris à droite, à gauche, au centre, etc. Monsieur Saint-Pro, est-ce que vous partagez cet avis, sachant que tout de même si on a beaucoup de caution du centre, où il y a quand même Matignon et Bercy qui restent à droite? Est-ce que ce n'est pas un ancrage? Il reste de gens qui viennent de partis qui disent de droite. Pour vous, ils ne restent pas à droite. Mais Édouard Philippe était maire, les Républicains. Ils ont été exclus des Républicains. Ces gens-là ne sont plus républicains. Ils ont fait un choix qui leur appartient. Mais la droite, mais ils viennent de la droite. Un mot, s'il vous plaît, j'aimerais quand même pouvoir parler. Attendez, on le laisse terminer. D'abord, ce gouvernement est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement pour un mois. Donc, il ne faut pas en tenir compte du tout. Dans un mois, peut-être que la droite aura gagné les élections, parce qu'elle est loin d'avoir explosé, contrairement à ce qu'on a dit. Elle peut très bien gagner les élections, et dans ce cas, toutes les cartes seront rebattues, et M. Philippe et ses amis iront voir sous d'autres cieux ce qui se passe. Bon, il peut y avoir, effectivement, comme l'a dit monsieur, des candidats aux élections législatives qui seront battus, et au nom d'une règle qui me semble un peu idiote d'ailleurs, ils ne pourraient plus être ministres. Je ne vois pas le rapport, mais ce n'est pas grave. Bon. Donc, ça concerne 3 ministres candidats seulement. D'ailleurs, c'est que 3 ministres. Bon, mais c'est un gouvernement de transition. Il est clair qu'après les législatives, et en fonction des résultats des législatives, peut-être qu'il y aura une majorité de droite, peut-être qu'il n'y aura pas de majorité du tout, peut-être que M. Macron aura une majorité, on ne sait pas du tout. Donc, en fonction de ça, il y aura un nouveau gouvernement, et c'est à ce moment-là qu'on pourra le juger. Pour l'instant, on a un truc un peu gadget, avec des gens qu'on a pêchés un peu partout, avec M. Hulot qui n'a aucune expérience politique. Vous savez, c'est bien de dire des gens de la société civile. La société civile, je ne sais pas ce que c'est, parce que je n'ai pas l'impression que la France est gouvernée par la société militaire. Bon, ça c'est un slogan. Mais des gens de la société civile qui ne connaissent rien de rien à la politique, qui ne savent pas comment marchent les institutions, qui ne savent pas comment marche la loi de finances, qui n'ont jamais été députés, ça ne m'inspire pas non plus grande confiance.
ce n'est pas parce que quelqu'un sort de nulle part qu'il est forcément un bon ministre. Je me méfie des gens qui n'ont pas d'expérience. La politique attendez, Hassan Alaoui, Naïm Kamel et vous ensuite. Attendez. La politique est un métier. Et donc les gens qui ne connaissent pas ce métier, ça m'inspire toujours des doutes. Non, je voudrais d'abord ceux qui en ont fait un métier. Si on remonte l'histoire, ceux qui en ont fait un métier, qui sont devenus des professionnels de la politique, qui l'ont mené dans l'état où il est aujourd'hui, où la politique est aujourd'hui, dans la défiance, dans l'indifférence des gens. D'ailleurs, toute cette recomposition a été imposée par ça. Moi, je l'ai dit, je suis d'accord que c'est un gouvernement, et je l'ai dit dès le début, ça, on discutera après les législatives, c'est sans conteste. N'empêche qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'un gars comme Bruno Le Maire, on ne peut pas dire qu'il n'est pas de droite. D'abord, la droite française, elle va du centre à l'extrême droite. Bruno Le Maire qui en plus est nommé à l'économie. Oui, qui est nommé à l'économie avec le ministre au compte public, le jeune, je retiens, j'ai pas encore... Gérald Darmanin. Darmanin, il va falloir du temps pour qu'on retienne tous les noms. Et qui était aussi maire Les Républicains à Tourcoing. Il est toujours d'ailleurs maire. Oui, absolument. Il est toujours maire. Il va devoir démissionner, mais il est toujours maire. Et donc, ce sont des gens de droite, avec des convictions de droite. Et d'ailleurs, Macron lui-même n'est pas un homme entièrement de gauche. Ce n'est pas vraiment un socialiste. Il se définit. Il a été dans le Parti socialiste. Ah non, il dit bien qu'il n'a jamais été. Non, il a travaillé avec François. Il a travaillé avec François Hollande depuis 2006. Depuis 2006. Depuis 2006, il a travaillé avec François Hollande quand il était premier secrétaire du PS. Et il a fait toute sa carrière à partir de là. Et d'ailleurs, c'est un autre socialiste qui l'a présenté à François Hollande, en l'occurrence Jacques Attali. Donc, Jacques Hollande. Donc, c'est un beau lapsus. Non, on est. Mais moi, je crois. Là, c'est le hollandisme maintenu, si je vous entends bien. Non. C'est exactement ce que nous avons dit. Non. C'est la continuité du hollandisme. Écoutez, vous avez une sensibilité, je vous la concède, je ne la discute pas. Moi, je n'ai aucune sensibilité concernant les appartenances politique en France. Je suis un observateur extérieur qui essaie de comprendre ce qui se passe dans un pays qui a des relations historiques et importantes avec le Maroc, et c'est tout. Et j'essaie de dire que moi, j'ai envie, vu l'État, parce qu'on a failli avoir Le Pen. Non, on a failli avoir Le Pen. On a eu vraiment très peur. On n'a jamais failli avoir Le Pen. On a eu vraiment très peur. On n'a jamais failli avoir Le Pen. Oui. On peut exorciser. Il faut qu'on avance, il nous reste 10 petites minutes. On peut exorciser comme on veut, mais les chiffres sont là. Donc on a failli aujourd'hui, et on a vu un parti socialiste se dissoudre de lui-même. On a les Républicains qui sont dans un état lamentable. Il ne faut rien que les voir à la télévision pour voir leur état et leur conviction. Et ce pays, il va falloir qu'il trouve une nouvelle voie. Et il faut espérer que Macron va lui trouver cette voie. Alors, sinon, justement, juste une question, et je vous donne la parole, M. Alaoui. Juste, je me permets de poser une question. Je pose une question pour qu'on avance. Il nous reste moins de 10 minutes pour conclure ce débrief sur Macron, très animé d'ailleurs. Juste, on parle donc de cette nouvelle voie ouverte par Macron, mais il faut noter que d'après les sondages qui viennent d'être faits, qui ont été réalisés les 16 et 17 mai par ELA, pour les Échos notamment, il est crédité d'une cote de confiance qui est très faible par rapport à ses prédécesseurs. Elle est de 45%, elle était de plus de 50% chez les autres, 58% pour Hollande en 2012, 59% pour Sarkozy en 2007 et 61% pour Jacques Chirac en 1995. Oui, donc il démarre déjà avec une cote de confiance qui est très facile. Donc est-ce que les gens C'est normal, croient parce que lui, il n'a pas de parti. Chirac avait un parti très fort. Vous pensez que c'est ça qui fait la différence ? Entre le premier et le deuxième tour, n'oubliez pas que c'est ce qu'on appelle le Front républicain, c'est-à-dire toute la France qui a refusé Marine Le Pen. Et c'est normal que, si vous voulez, la cote baisse. On rappelle quand même un taux d'abstention qui a été le plus élevé depuis 1969. On les laisse terminer, je vous donne la parole. C'est normal que, devenu président, il ne puisse pas avoir la même cote ni les mêmes chiffres aujourd'hui. Mais moi, je veux répondre tout de suite, comme ça on finisse, parce que
ce qui s'est passé, c'est que voilà un homme qui est arrivé il y a à peine un an à la politique. Je me souviens de son premier meeting à Bobigny, quand il est arrivé sur des caisses, il est monté avec une quarantaine de jeunes. Et il est devenu président, c'est comme ça m'a rappelé Carter en 1975, vendeur de cacahuètes, qui est devenu président des États-Unis. C'est vrai, une montée en flèche. Et très brillant président des États-Unis. Ouais, enfin, très médiocre Carter, je crois. Oui. Alors, Oui, il a fait. Monsieur Alain, alors, je termine. s'il on vous arrête, plaît. on Je arrête de termine. faire des Donc voilà, digressions. Macron, il arrive et puis il en impose tout de suite. Il est élu. Pourquoi il est élu? Parce que la France, le peuple français, a rejeté les anciennes majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche. Il a rejeté, puis là, c'est un vote à la fois sanction et un vote de confiance en un homme qui incarne l'avenir. 39 ans, c'est quand même pas donné. C'est Napoléon, comme on a essayé de dire, qui va décider seul, contrairement à ce que vous dites. Il n'y a pas de zigzag, lui. C'est un homme autoritaire, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que Sa Majesté est venue à l'âge de 37 ans. Hein, c'est quand même aussi notre marque, notre grande valeur et notre institution. Et puis, donc, il faut laisser maintenant l'homme travailler. Et moi, je suis sûr qu'il va travailler. Pardon, Naïm Kamel, Charles Saint-Pro, et je vous redonne la parole. Vous avez parlé de sa cote. Bon, M. Hollande avait une cote extraordinaire lorsqu'il a été élu. Vous avez vu qu'à la fin, c'était 0 de 0. Vous êtes d'accord sur quelque chose, c'est merveilleux. Donc l'histoire de la cote, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce monsieur va faire pour la France? Et quelle est votre réponse? Et moi, je suis un gaulliste. Je suis attaché à l'indépendance et à la souveraineté de mon pays. Je suis toujours méfiant. Lorsque je vois un président, mais c'est le cas de M. Macron, ça a été le cas de M. Hollande et ça a été le cas d'autres, se précipiter à Berlin, on a vraiment l'impression qu'ils vont prendre des ordres. Et c'est ça qui me choque le plus. Lorsque l'on fait chanter l'hymne à la joie, c'est-à-dire la musique dite européenne, à la place de la Marseillaise, lorsque l'on fait pavoiser une salle de conférence au drapeau dit européen à la place du drapeau français, eh bien, en tant que gaulliste, ça me choque. Et je pense que beaucoup de Français sont choqués. M. Macron n'a pas été élu par un vaste mouvement du peuple qu'il aime. Il a été élu par défaut dans une campagne abominable où il n'y avait que de mauvais candidats. Ce n'est pas un vote d'amour, on le sait très bien. Alors maintenant, la méfiance qu'on peut noter, eh bien, elle s'explique. Il y a des gens dont on n'a pas parlé. Bon, vous avez parlé du Front National, j'ai bien compris, mais il y a la France Insoumise, Mélenchon, il existe. Il existe, ce monsieur, il a fait 20% des voix. Et ce n'est pas un macroniste. Donc, M. Macron, il est au pied du mur. Soit il fait la politique de la finance internationale et apatride et cosmopolite et anti-française dans le cadre d'une eurocratie maintenue, soit il découvre son chemin de Damas, comme il a pu le découvrir lorsqu'il a fait son discours sur Jeanne d'Arc Orléans, lorsqu'il a fait certaines interviews dans la presse où il était beaucoup plus lucide, et qu'il s'imprègne de cette fonction, et il comprend qu'il est le président non pas de l'eurocratie, non pas des multinationales, mais le président de la France, et qu'il s'intéresse à faire de la France, à ce que la France reste une grande puissance, c'est-à-dire une puissance souveraine et indépendante. Si il vient avec l'esprit de se coucher devant Mme Merkel, dans le sein d'une eurocratie qui a fait faillite et dont les plus lucides s'en vont, à commencer par nos amis britanniques, je prévois le pire. Mais je lui laisse sa chance, moi je ne le juge pas. Vous lui laissez le bénéfice du doute. Vous parliez du programme de M. Macron tout à l'heure. Personne n'a compris quel était le programme de M. Macron. Bon, donc on verra à l'œuvre. Il faut lui laisser sa chance, bien sûr, il est élu pour 5 ans, quelle que soit la majorité. Alors il est clair, s'il y a une majorité hostile, s'il y a une majorité de droite, il aura une. On le saura dans moins d'un mois. Il aura la cohabitation. Il ne pourra même pas faire voter un bout de décret. Il aura la cohabitation. Le dernier mot de la fin, il nous reste 2 minutes, Naïm Kamel. Combien? 2 minutes. 2 minutes, alors je vais prendre 3 minutes. Vous les gérez entre vous comme vous voulez, mais vous avez 2 minutes. Ce que je voulais dire, pour l'histoire de la côte, vaut mieux commencer petit et grandir que commencer grand et sera petit au fil des ans et de l'action. Non, moi je comprends ce qui a été dit de la part de quelqu'un qui se réclame du gaullisme, de cette idée que la France est quand même un grand pays et que le fait souveraine et indépendante. Mais tous les pays se veulent souverains et indépendants. Maintenant, il y a les rapports, il y a les contingences, il y a les relations. Et l'Allemagne est un partenaire qu'elle sort de l'Union européenne, que la France sorte de l'Union européenne
où reste, dans l'Union européenne, l'Allemagne reste toujours un partenaire majeur de la France. Et l'Europe aujourd'hui, on sait que c'est deux pilotes. Parfois, c'est la France qui se trouve dans la position de copilote, parfois c'est l'Allemagne. Bon, il se trouve que l'Allemagne aujourd'hui est dans une meilleure position économique et financière que la France, et donc et la tendance à dicter. Mais j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience générale. Je comprends que les Français puissent, par susceptibilité, ne pas trop accepter que leur président, une fois élu, se rende chez Merkel, qu'il faudrait plutôt que ça soit elle. Ça aurait d'ailleurs été élégant qu'il le fasse, qu'il vienne à Paris le voir. Bon, je comprends cette susceptibilité. Ça aurait été élégant qu'il aille en Angleterre, parce que... Oui, d'accord. Non, mais Monsieur, il nous reste très peu de temps. Vous avez... Vous terminez, et un dernier mot pour M. Alaoui, mais très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin. Je termine là-dessus, mais il ne faut jamais oublier que Union européenne ou pas Union européenne, la France et l'Allemagne, où ils se rencontrent, où ils se détruisent. Très rapidement, M. Alaoui. Moi, je me réjouis quand même, dans le cadre de la constitution de ce nouveau gouvernement de Macron, c'est qu'il y a un homme qui a été nommé ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, qui s'appelle Le Drian, qui a une grande et lourde expérience quand même dans la gestion des dossiers. Et je vois un petit peu, j'espère qu'il aura donc un regard objectif sur ce qui se passe en Afrique et au Maghreb notamment. Et vous savez pourquoi? Parce que le discours de Macron à Alger, ça m'avait un peu interpellé, même inquiété, sur cette histoire de mémoire, de colonisation et tout. C'était une insulte au peuple. On est déjà à la fin de l'émission, s'il vous plaît, M. Hassan Alaoui. Je vais vous demander de conclure. Alors, et tout de suite, j'aimerais que M. Le Drian, un petit peu, assure la continuité de la politique française par rapport, par exemple, au Maroc, tout simplement. Je le souhaite et voilà, vous l'appelez de vos voeux. Merci beaucoup, messieurs. Non, Naïm Kamel, c'est fini. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir. Bonne nouvelle. Et vous me le direz tout à l'heure. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Naïm Kamel. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir, même si vous étiez très indisciplinés. Mais merci pour tous vos éclairages. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Quant à nous, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau débrief. Merci de votre fidélité. À bientôt.